La fertilité ne définit pas la femme, mais relève sa force silencieuse face à cette épreuve invisible. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Valeur d'une femme. Aujourd'hui, nous allons recevoir une femme. Elle a osé, elle a osé briser les tabous, elle a osé en parler clairement, avec des mots clairs. Elle a osé faire sortir la femme de cette tragédie qui l'a fait souffrir. C'est comme si elle était la seule victime ou soit la seule condamnée. Portrait. Un jour, Henriette Christina croise le regard de Jean-Paul Olanguet. Une étincelle, puis un fait doux, mais sûr. L'amour prend racine, les familles s'observent, se rapprochent et la question devient une évidence. Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Dans cette union naît une fratrie, un tissage d'âme. Au milieu de ces grandes branches déjà fortes, vient clore une petite fleur, douce et décidée. Christina Charlotte Olanguet. Ça sera la dernière, souffle-t-on. Mais quelle promesse contenue dans ces mots? L'enfance débute comme un rêve, les livres s'alignent, le rêve s'échappe entre deux cahiers et la vie suit son cours. Christina obtient son diplôme d'État en section scientifique. L'université s'impose comme un carrefour d'exploration. Elle tente les sciences d'ingénieur, puis la médecine à la recherche d'un lieu où son âme trouverait enfin sa maison. C'est finalement dans l'administration des affaires qu'elle découvre sa véritable vocation. Les cœurs posés, la tête claire, elle s'y installe, s'y épanouit. Un master en poche, une route dessinée avec méthode et passion. Depuis bientôt 10 ans, elle évolue dans le monde structuré mais humain des ressources humaines au sein des multinationales. En parallèle, elle poursuit un doctorat, mais surtout un combat. C'est lui pour la réduction de l'asymétrie des genres, pour l'accès à l'éducation, pour la solidarité. Elle incarne et porte ses valeurs à travers la fondation Nouveau Possible, qu'elle nourrit de son engagement silencieux mais puissant. Pendant longtemps, elle a été la plume des autres, l'ombre discrète derrière des discours forts. Puis, un jour, elle décide de se rencontrer, de tracer sa propre voie. En 2025, elle publie Espoir pluriel, un livre comme un chant, un hommage aux femmes, à leur combat invisible, à leur lumière partagée. J'ai grandi avec des livres, ma journée est rythmée par mes écrits. Christina Olanguet, c'est cela, une femme pont entre le mot et les actes, entre la tendresse et la rigueur, entre le rêve de l'enfance et les conquêtes d'adultes. Et aujourd'hui, nous ouvrons Espoir pluriel avec elle pour décortiquer les pages d'un livre et les chapitres d'une vie. Portrait. Alors, comme vous venez de le comprendre, on reçoit Madame Christina Olanguet. Elle est écrivaine, mais elle a aussi plusieurs casquettes que vous venez de découvrir dans ses portraits qui a été très bien dressé pour elle. Mais s'il y a des choses à ajouter, bien sûr, elle les fera. Mais aujourd'hui, on est venu parler d'elle en tant qu'écrivaine. On est venu parler de Espoir, pluriel elle. Ces manuels-là contient beaucoup de tournures, une très belle histoire à découvrir. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, Dieu est bon pour moi. Merci beaucoup. Alors on vient de parler de vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord de vous-même? Oh, c'est une question, c'est une grande question. Qu'est-ce que je peux dire de moi-même? Je m'appelle Christina Olanguet. Je suis maintenant écrivaine. J'ai eu du mal à accepter ça. Je me disais que je raconte juste des histoires, mais bon, il faut se définir. Donc oui, je dirais je suis auteure. Et à mes heures perdues, je suis responsable d'une fondation avec des amis que nous avons créée depuis 2013
Je travaille en tant que responsable des ressources humaines dans une société de la place. Je pense que c'est la casquette d'écrivaine ou d'auteur qui nous réunit ici. Donc, Exactement. voilà, on va parler de ça. Alors, ma première question, je suis curieuse de savoir pourquoi Espoir Pluriel N. Alors, pourquoi Espoir Pluriel? Déjà parce que j'estime que je suis quelqu'un qui veut mettre des mots sur les mots M-A-U-X de plusieurs personnes. Je veux comme ça lever le voile sur des réalités ignorées, voire même dont on ne parle pas. Et donc, dans ce cadre-là, Espoir Pluriel est né. C'est parti on va dire, d'une frustration qu'autour de moi, j'ai rencontré plusieurs femmes avec des problèmes d'infertilité, mais qui n'osaient pas entreprendre, qui n'osaient pas faire autre chose, parce qu'elles se disaient, si je ne peux pas être mère, si je ne peux pas devenir mère, donc je ne suis rien du tout. Donc, j'ai commencé à observer autour de moi, j'ai commencé à m'intéresser à la question, j'ai commencé à interroger les médecins, les données, les associations, parce que je parle aussi d'adoption dans le livre, et tout ça m'a emmené à avoir une panoplie de données entre les mains, à ne pas savoir quoi en faire. Alors, avec toutes ces données-là, j'ai décidé de partager tout ce que j'ai rassemblé avec plusieurs personnes, et j'ai choisi de le faire dans un style comme celui-ci, un roman. Okay. Alors, vous en parlez avec beaucoup de passion. Comment commence cette aventure, en fait? Comment vous vous mettez, comment vous vous lancez dans l'écriture? Alors, je suis quelqu'un qui a toujours écrit. J'ai besoin d'écrire ma journée. J'ai besoin d'écrire mes courses. J'ai besoin d'écrire ce que je vais faire. J'ai comme ça besoin d'écrire constamment. J'ai l'impression, peut-être que c'est faux, mais j'ai l'impression que lorsque je n'écris pas, il semble que j'ai raté quelque chose. Je ne fais pas confiance à ma mémoire. Donc, j'ai besoin d'écrire, de griffonner ici et là. Donc, déjà, j'écris beaucoup. Et voilà, on va dire à mes heures perdues, j'ai ce carnet-là que tout le monde a appelé une fois ce carnet de plaisir. Donc, j'ai ce genre de carnet où je suis obligée de coucher mes émotions chaque soir, de dire comment je me sens, ce que je ressens. Et donc, voilà, l'écriture est partie de là, en fait. Donc, quand je me suis retrouvée avec les données, qu'est-ce qu'il fallait en faire? Il fallait écrire. Donc, c'est venu naturellement, en fait. D'accord, tout bonnement. Exactement, tout naturellement. Alors, quelle est la valeur ajoutée de ces livres? Quel est quelque chose que, quand ils vont lire des livres, les gens vont lire des livres, mais quand ils vont lire Espoir Pluriel, quelle est la touche spéciale, en fait? Alors, Espoir Pluriel, c'est un roman. Donc, déjà, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire d'amour et une belle histoire humaine. Ouais. Au-delà d'être une histoire d'amour, c'est une histoire humaine de découverte de soi. Donc, la valeur ajoutée que ça apporte, c'est déjà de lever le voile sur plusieurs sujets. Espoir Pluriel, lorsqu'on le voit de loin, on se dit, on n'aborde que la question d'infertilité et stérilité. Mais lorsqu'on s'y plonge, on se rend compte que derrière, il y a une histoire d'amour. Derrière, on peint bien une relation père-fille, on parle de dépression. Donc, il y a plusieurs, c'est vraiment un bouquet. Ouais. Dans son ensemble, c'est vraiment un bouquet qui il y a plusieurs thématiques comme ça qui nous font plonger dans différents univers. Donc, je pense que cette valeur ajoutée-là, déjà, que de pouvoir donner en un seul ouvrage une ouverture sur plusieurs thématiques. Ok. Alors, c'est déjà très bien, mais dans l'introduction, vous en parlez, vous dites que c'est un sujet, vous venez d'ailleurs d'en parler tout de suite là, qui est un sujet qui vous a intéressé, vu votre entourage, mais il y a quelque part dans l'introduction où vous faites même allusion à vous-même. Exactement. Je voulais pas en parler, mais bon, oui, exactement. Ouais. Je fais allusion à moi-même. Ouais. Alors, quelle est cette histoire? Pourquoi ça vous touche autant? Alors, je pense que j'ai été, comme c'est mentionné dans l'ouvrage, j'ai été diagnostiquée d'ovaire micropolycystique, qui est une affection qui conditionne un peu les femmes à avoir on va dire, plusieurs syndromes. Et donc, exactement. Donc, quand j'ai eu ça, le fait de multiplier les allers-retours chez le gynéco m'a exposé, en fait, à me rendre compte de plusieurs autres problèmes que les femmes venaient avec. Donc là, ça t'a poussé à aller chercher plus. C'est pourquoi vous parlez de recherche, des gens qui vous entourent. Donc, vous avez ressenti quelque part cette douleur que cette femme qui est infertile ressent?
Alors, je vais pas dire, j'ai ressenti la douleur que les femmes infertiles ressentent parce que je ne me suis pas encore retrouvée dans un parcours de reproduction ou de désir de reproduction. Seulement, j'ai été, et je le mentionne dans l'introduction, je dis j'ai été témoin aux premières loges, c'est-à-dire du fait de partir tout le temps voir tel docteur, d'être tout le temps dans cette salle d'attente et de rencontrer des visages qui, au fil des consultations, deviennent familiers en fait. Tous les jours, on se croise, ben, finalement, on se demande « Ah, vous êtes venu voir le médecin, pourquoi ?» Et d'écouter avec une oreille assez indiscrète les conversations de deux personnes qui disent « Je suis encore revenue, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. » Donc, on va dire que c'est parti de là, oui. Exactement. Alors, on va plonger dans ces 9 titres qui résolent ces livres. On va commencer avec Enchantée. Exactement. C'est très beau parce que ça raconte une histoire de cette dame qui va exactement rencontrer de personnes médicales, entre autres son père. J'ai lu quelque part, il y avait même l'histoire de son père. Mais le 9 titres d'abord. Pourquoi vous avez choisi de vous arrêter juste à 9? Oh, c'est pas un choix, enfin, délibéré, hein. J'étais en train d'écrire l'histoire et voilà, ça nécessitait de s'arrêter à 9. Oui. Exactement. Alors, Enchantée, qu'est-ce que vous rencontrez là-dedans? Alors, Enchantée, je pense que c'est le titre, c'est le premier chapitre qui présente les protagonistes, qui présente un peu l'histoire, qui plante le décor de ce que va être la suite de l'histoire. Exactement. Alors, nous avons vu aussi tel père, on entend toujours, on a grandi avec telle mère, telle fille, telle mère, telle, c'est un peu la chanson de tout le temps. Alors, vous changez la donne, c'est tel père, telle fille. Mais par contre, vous voulez parler de la fusion entre père et fille, quel message vous véhiculez derrière ça? Alors, dans nos sociétés, comme vous le dites, dans nos sociétés, c'est souvent la fille est censée être plus proche de sa mère, ce qui fait que les pères n'ont pas souvent des relations avec leurs filles. Le père, c'est celui qu'on craint. Il y a des maisons où, quand le papa vient, on éteint la télé, tout le monde va se coucher. Le père, c'est pas celui avec qui on entretient une relation fusionnelle. Le père, c'est la discipline, c'est ça. Dans les familles, le père, c'est la discipline. Jusqu'à lorsque un enfant a besoin de demander quelque chose à son père, et pas souvent par sa mère. Donc, la mère joue un peu le rôle de pont de médiation entre le père et la fille. Dans ce roman ici, j'ai voulu briser ce code-là. J'ai voulu changer la donne et illustrer que c'est tout à fait possible d'entretenir une relation très fusionnelle avec son père. Et j'en ai même des exemples autour de moi, des amis qui ont de fabuleuses relations avec leur père. Donc, c'est possible d'être proche de son père, en fait, tout simplement. Ok. Alors, on parle de l'histoire des Maureen et Marc. Par contre, il y a aussi plusieurs thématiques, plusieurs choses tout autour de cette histoire. Une très belle histoire. Donc, je vous recommande, en tout cas, de lire. Mais Madame vient de rêver quelque chose. Dans notre société, on a peur de nos parents, nos papas et tout ce qui va avec. Mais cette relation qu'a Maureen avec son père, c'est très fusionnel. Est-ce que tu penses que si un enfant, une fille, d'ailleurs dans notre société, c'est très compliqué d'aller dire à son père que je ne peux pas avoir d'enfant. Mais quand vous mettez en lumière cette fusion de père à fille, donc vous voulez faire comprendre que le mental, la place que papa peut prendre dans la vie de sa fille en ces moments-là est très important. Exactement, la place que les deux parents. Bon, ici, j'ai essayé de partir dans le sens de papa parce qu'ils sont un peu démissionnaires, un peu en retrait dans les choses qui concernent les enfants, le quotidien. C'est un message important pour le père. Exactement. Donc, c'est pour dire que les parents, les papas peuvent prendre plus de place. Et là, c'est parce que on parlait de Maureen qui est une dame, mais ça peut aussi être le même cas avec un garçon. Donc, c'est vraiment un appel aux pères, dire que ils doivent prendre leur place, en fait, simplement. Alors, on va continuer avec Réveil brutal. Mais là, par contre, quand j'entends Réveil brutal, pour moi, c'était peut-être qu'il a été brutalisé par quelque chose. Mais en lisant, je vois que c'est cette belle rencontre avec Marc. Oui, dans Réveil brutal, il y a la rencontre avec Marc. Mais le réveil, il est brutal parce qu'elle se rend compte qu'en fait, elle ne peut pas... elle a ce problème-là. Elle n'y arrive pas. Donc, du coup, c'est là que le réveil, il est brutal. Donc, ce chapitre, il est un peu romancé. On part de la rencontre et puis on finit par un réveil brutal, en fait, une douche froide.
une douche très très froide. Je lis ça dans les livres. Mais par là, et si une femme qui vient entrer dans son mariage et découvre qu'elle a ces problèmes, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, quelle est la particularité de ces réveils britales pour remonter le moral de la femme? Alors, je pense que pour remonter le moral, il ne faut pas s'arrêter à réveil brutal, il faut lire tout le livre. Ouais, exactement. Ensuite, quand on a ce problème-là, pour les personnes qui ont ce problème-là, mon invitation, ce serait d'abord dépendamment de leur foi, Au tout début, de s'accrocher d'abord à Dieu. La première des choses, c'est ça, c'est de s'accrocher à Dieu. Ensuite, de ne pas avoir honte ou d'avoir peur d'aller consulter. Il faut consulter, il faut demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est pas ignorer Dieu ou c'est pas manquer de foi. Voilà. Lorsqu'on demande de l'aide, c'est pas manquer de foi. Parce que souvent, on est dans nos églises, on met un peu l'accompagnement à la procréation en opposition avec la foi. On dit aux femmes, si tu n'arrives pas à avoir d'enfant, viens, on va prier. On ne dit pas, va consulter. tout de suite, ce sont des esprits, c'est des combats de famille, tout ce qui va avec. Exactement. Donc, il ne faut pas avoir honte de consulter parce que le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Ça ne veut pas dire que si vous entrez directement dans un processus, ça va directement aboutir. Parce que ce n'est pas vous qui décidez, c'est Dieu qui décide. Vous pouvez avoir les mêmes soins, le même traitement qu'une personne, mais vous voyez voir deux personnes, elles ont le même traitement, elles reçoivent les mêmes soins, mais l'une réagit différemment de l'autre. Parce que tout ça, en fait, en fin de compte, relève du divin que de la volonté humaine. Donc, je pense que les femmes dans cet état doivent ne pas avoir honte déjà de consulter et ensuite de se faire accompagner. D'accord, de se faire accompagner, tu nous as fait voyager dans l'univers de l'amour, de pleurs, de détresse. Mais le chapitre qui m'a plus intéressée, c'est la santé mentale. Il n'y a pas de santé de la femme sans la santé mentale plutôt. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? Parce qu'on va vraiment y rester sur la santé mentale. Alors, il n'y a pas de santé sans santé mentale, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. C'est vraiment pour tous. Il n'y a pas de santé sans santé mentale parce que lorsque la santé mentale est atteinte ou affectée, tôt ou tard, ça se ressent dans le soma, ça se ressent dans le corps. Donc, on ne peut pas ignorer son mental et dire que je me concentre sur mon corps, je prends soin de moi, et tout en dégradant sa santé mentale parce que ça finira par nous rattraper. Donc, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son mental, de son âme. C'est prendre soin de savoir qu'on n'est pas plein de ressentiments, qu'on n'est pas triste souvent pour éviter les dépressions, qu'on n'a pas de pensées suicidaires et tout ce qui entoure les troubles mentaux. Voilà, c'est les éviter. Ça fait partie aussi de prendre soin de soi. Donc, tu peux bien dormir sous une moustiquaire, tu peux bien avoir des régimes, faire attention à ton cholestérol, aux AVC, toutes les maladies qui minent la santé physique. Mais si tu ne prends pas soin de ta santé mentale, tu finiras par être très malade. Alors, j'ai aussi vécu avec deux femmes qui ont eu ces problèmes-là. Je sais combien c'est dur, je sais combien c'est difficile pour une femme d'accepter d'abord cet état. Donc, est-ce que la santé mentale commence d'abord par l'acceptation de la situation? Je pense que la santé mentale, bon, je dirais pas, je pense que tout problème, pour aller vers la solution, commence par accepter qu'on a un problème. On va à l'hôpital parce que d'une manière ou d'une autre, on accepte qu'on a un problème et on a besoin d'aide. Donc, si on veut guérir et que ce soit un problème physique ou mental, peu importe le problème, si on veut sortir d'un problème, la première des choses, c'est d'accepter qu'on a un problème. Lorsqu'on fait ce premier pas-là, on doit accepter qu'on a besoin d'aide. Et il faut définir l'aide. C'est pour ça que vous verrez avec moi, il y a certaines personnes, lorsqu'elles ont un mot de tête, elles se disent un mal de tête, elles se disent ça, je vais prendre par exemple un Doliprane à la maison.
d'autres personnes qui vont se dire ah non là, la façon dont j'ai mal, ça nécessite pas de moi-même prendre des Doliprane. Ça, il faut que j'aille consulter. Donc, la première des choses, reconnaître. La deuxième des choses, identifier le type d'aide dont nous avons besoin. Et la troisième des choses, c'est d'aller vers cette aide-là. La valeur d'une femme reprend avec tout ce qu'on avait laissé, tout ce qu'on avait mis de côté. 4 vérités. Alors, Madame Christina, vous allez nous dire les 4 vérités. Même vos proches, bon, vos proches les plus intimes peuvent le connaître, mais dans le bureau, partout, par-ci, par-là, des 4 vérités, 4 petits secrets comme ça que les gens ne connaissent pas. Waouh, ok. Je pense que le premier secret, c'est que je suis très mal à l'aise devant les gens, devant les caméras, devant les... Mais vous l'avez, c'est bien. Parce que voilà, donc première vérité, je suis très mal à l'aise, je n'aime pas la lumière, être devant. Voilà, donc ça c'est vraiment c'est quelque chose que je pourrais bien m'en passer hein, si ça dépendait que de moi. Donc voilà le premier. Le second, ce serait quoi? Bon, je pense que j'essaie de le corriger, peut-être pas encore. Je suis souvent en retard. Je pense que vous pouvez. Vous pouvez. Il y a un petit problème de ponctualité, donc il faut arranger. Hein? Donc voilà, ce serait que je suis, on va dire, légèrement en retard. Pas trop, mais légèrement. Pas trop, mais légèrement. Elle essaie quand même d'arranger des choses, hein, comprenez. Voilà. Donc légèrement en retard. Le troisième, ça c'est celui que ma nièce, elle dit souvent, elle aime dire, j'ai tout le temps faim. J'ai tout le temps faim. Je suis très foodies. Donc voilà, j'aime grignoter et tout. Donc si vous invitez madame, il faut prendre ça. Et enfin, peut-être le dernier petit secret, ce serait lequel? Bon, celui-là, je sais pas. Je vous laisserai vous rapprocher de mes proches. Il vous dira, il y a un petit truc qui reste, il y a un petit truc. Je sais pas. Franchement, comme ça, rien ne me vient. Rien ne me vient. Mais vous êtes à 3 vérités seulement. Il reste. Alors, bon, je vais chercher, hein. Je vais vraiment chercher. Quel est le petit secret que je pourrais vous dire encore sur moi? Il faut écrire, il faut prendre note, s'il vous plaît. Alors, non, franchement, comme ça, je sais pas. D'accord. On va s'arrêter à 3 exceptionnellement. Un petit secret par rapport à ces livres, peut-être? Oui. Bah voilà, peut-être le 4e secret que je vous dirais par rapport au livre. Et que la version que vous avez n'est pas la première version. C'est pas la première version que j'avais écrite avant. Donc, au fil du temps, j'ai dû réécrire, réécrire encore. Il y a des personnages qui ont changé de nom. D'ailleurs, une amie qui avait lu c'était ma première lectrice d'ailleurs. C'est grâce à elle en partie qu'on a le livre, parce que quand elle a lu, elle m'a dit c'est bien, il faut le sortir. Donc, et quand elle a vu le livre, elle dit mais j'ai vu que le personnage a changé de nom. Donc, avant il avait un nom, maintenant. Avant c'était quoi le nom? Ah non, ça je dis pas. Avant c'était quoi le nom? Comme ça. Avant c'était quoi le nom? Non. Avant c'était quoi le nom? Je sais pas. D'ailleurs, même les téléspectateurs seront curieux. Exactement. Donc, ils continuent d'être curieux, qui lisent le livre. Ouais, Yana peut-être dans ce livre. Hein? Voilà. Yana, les personnages là, les noms qui ont changé. Yana peut-être. Il y a juste le nom de Moraine qui a changé ou des marques de Moraine? Marc, c'est Marc qui a changé de nom. Et d'autres personnages. Alors, c'était un plaisir de recevoir Madame Christina sur notre plateau de Valeurs d'une femme. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Alors, un petit mot pour clôturer cette émission. Alors, le petit mot, ce serait simplement de dire aux gens de lire le livre. D'abord, procurez-vous le livre et lisez. J'ai hâte de vous lire, vous. J'ai hâte de lire vos retours, ce que vous en avez pensé. Je pense que dans les jours à venir, on va essayer d'organiser des focus group où on aura ceux qui ont lu, où ils ont des questions et on pourra répondre à ces questions-là. On a été beaucoup sollicités par des personnes qui sont dans des situations d'infertilité
et qui aimeraient un peu cet accompagnement-là. Donc, pour vous aussi, très prochainement, on va venir avec un espace, un focus group dédié et un accompagnement personnalisé pour vous. En attendant, comme le dit le dernier chapitre du livre, il y a de l'espoir pour toutes. Donc, je dis à toutes les femmes, peu importe le niveau dans lequel vous êtes, il y a de l'espoir pour vous. Les gens m'ont dit, ce livre, c'est un livre de femmes, je vais pas le lire parce que je vois pas pourquoi moi, un homme, je vais lire un livre de femmes. La situation de fertilité fait que les femmes se sentent moins femmes que d'autres. Elles se disent, si je peux pas avoir un enfant, donc je sers à rien, je suis inutile. Et ces femmes-là, ce sont elles qui contribuent à l'économie de nos sociétés. Donc la société se prive d'une partie de sa main-d'œuvre à cause du problème de stérilité. C'est là où le problème de stérilité concerne tout le monde. Au départ, c'est un problème de femmes, mais ensuite, ça devient le problème de tout le monde. Parce que si aujourd'hui, vous sortez le matin et que vous voyez que 100% des mamans qui vendent le pain au coin de l'avenue ne sont pas sorties, vous aurez du mal à manger. Donc, c'est un problème qui concerne tout le monde. Dans l'infertilité, dans l'entrepreneuriat, c'est aussi très important. C'est pas dans l'entrepreneuriat, mais ce lien-là, exactement. Donc, entre l'infertilité et l'économie. Ce lien-là entre la place de la femme de la société et on parle dans le livre. Alors, c'est pas un chapitre, mais je pense que c'est tout le fil conducteur du livre, en fait. Parce que Maureen, lorsqu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et que ça devient, on va dire comment ça devient présent dans son esprit, elle n'ose plus rien faire. Mais lorsqu'elle se libère de ce construit social-là, pour dire que quand c'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu es inutile, elle fait de nouvelles études, elle entreprend, elle éclore, voilà, comme une fleur, elle est en train d'éclore, en fait. Et c'est exactement ce message-là qu'il faut dire à toutes les femmes, c'est que chacune, partout où elle est, il faut pas laisser la maternité définir votre féminité. D'accord, faut pas laisser la maternité définir votre féminité. Nous sommes arrivés à la fin. Mais comment on fait pour avoir le livre? Alors, pour avoir le livre, je pense qu'à la fin, il y a un numéro de téléphone que vous allez communiquer à vos téléspectateurs et ils pourront se le procurer dans la concession Silikin au numéro indiqué ou appeler et ils vont venir livrer partout où les personnes sont. D'accord, alors vous pouvez nous contacter, hein. On va permettre que vous puissiez avoir ces livres. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mes téléspectateurs, à mes valeureuses, celles qui ont qui prennent part chaque fois à cette émission pour nous soutenir. Vos messages nous parviennent sur TikTok, Instagram, YouTube, TikTok. Merci beaucoup d'être présente pour nous et on va continuer à vous servir car c'est notre devoir. Merci beaucoup à Nicolas Nkamba 12, mon réalisateur, toujours présent. Au revoir et à la prochaine.